Le quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio PAC et Brenige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 35e numéro du quart d'heure corrézien. Dans cet épisode, nous reprenons notre cycle sur les violences conjugales et plus particulièrement la prise en charge des victimes. Pour cela, je vous propose de découvrir le travail d'une assistante sociale particulière parce qu'elle intervient au sein même des commissariats de police de Corrèze, aussi bien à Brive qu'à Tulle ou encore à Ussel. Enfin, la prescription culturelle vous fera découvrir le portrait d'Assina Griffith, une jeune briviste de 22 ans qui, grâce à Singin Corrèze, un atelier de chant propulsé par le Festival de la Vézère, a trouvé sa voix avec un X. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Pour cet épisode, je me suis rendu au commissariat de police de Brive, non pas pour rencontrer des enquêteurs, mais bel et bien une assistante sociale. Elle s'appelle Muriel Blazarfort. Elle a une quarantaine d'années, travaille depuis plus de 20 ans maintenant dans l'accompagnement social des familles au département de la Corrèze. Mais depuis un peu plus d'une dizaine d'années, elle est en disponibilité de ses missions au département et intervient directement auprès des commissariats de police de la Corrèze. J'interviens auprès des personnes en situation de détresse sociale, avec pour mission d'accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient me voir sur une libre adhésion de leur part. Cette notion de libre adhésion se fonde sur un élément, ne pas forcer les victimes dans leur démarche, mais les accompagner à leur rythme en prenant en compte leur traumatisme, parfois pluriel. Leur orientation se fait par les policiers, vraiment au sein des 3 commissariats. Dès qu'ils vont penser qu'il y a une utilité et à la demande des personnes sur cette co-traitance en fait, des situations, sur une prise en charge globale ou en amont d'une situation qui va se judiciariser, ils pensent qu'effectivement ils ont connaissance d'une situation et que peut-être je peux ou aider un peu à préparer les choses avant qu'il y ait une prise de plainte. Ou alors peut-être qu'après cette situation où ils ont pris la plainte, il y a le besoin d'autres orientations, peut-être plus sociales ou psychologiques. Donc là, je vais orienter sur d'autres associations, type SOS Violence Conjugale, le Centre d'information droits des femmes et des familles, la RAVIC. On travaille aussi avec la Maison de Soi, avec grand nombre d'associations sur le territoire corrézien. Tout l'enjeu est de pouvoir apporter les meilleures réponses à une situation particulière et c'est un enjeu d'autant plus important qu'il n'existe pas une réponse unique en matière de prise en charge des victimes de violences conjugales. Surtout pas, parce que ce serait très très dommageable. On est tous des êtres humains avec ce qui nous construit, ce sur quoi on s'est façonné dans sûrement notre enfance, les rencontres que nous avons faites, et ça serait, je pense, une grosse erreur de penser qu'il y a une façon d'aider une personne, et je pense que surtout elle n'adhérerait pas. Parce que d'avoir une vision et de penser que nous devons faire comme ça ou comme ça pour une personne, ça ne fonctionnerait pas et je pense qu'on la perdrait. Et il me semble, en tout cas qu'en tant que travailleur social, un des échecs de notre mission et de rater l'accompagnement, ça serait de ne plus être en lien ou de perdre le lien, en tout cas avec la personne. C'est donc pour cela que toutes les réponses se doivent d'être adaptées à chaque victime qui se présente à elle. Il faut le respecter parce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas le moment et on peut avoir un premier contact avec la personne. Et puis ça ne marche pas, c'est pas son temps à elle et ça vient pas forcément de nous, mais c'est pas son moment à elle. Et puis on a semé peut-être une petite graine à un moment sur ce premier contact, mais je crois que c'est l'idée de pas faire comme une emprise sur cette personne, à lui dire tout ce qu'elle doit faire pour se protéger elle-même, mais en tout cas peut-être donner des indications pour lui dire peut-être comment elle pourrait le faire, avec certes lui donner toutes les ressources qui sont disponibles, mais peut-être aussi lui montrer toutes les ressources que elle a surtout, et comment peut-être elle peut les mobiliser grâce aux ressources qu'elle a, elle. En tout cas, moi je vois l'accompagnement comme ça. Mais parfois ça peut prendre du temps, on peut avoir un premier contact pendant des fois quelques jours, puis plus rien du tout. Et on voit des personnes revenir quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après, qui ont cheminé, qui ont eu leur parcours et qui sont prêtes peut-être à une démarche judiciaire, mais peut-être pas, simplement parfois à changer un peu de vie. Et c'est pas forcément la finalité qui serait une plainte, mais plutôt de se protéger et de partir sur un autre chemin de vie. Cet accompagnement opère quelque part une transformation dans l'esprit de la victime, parce qu'une fois qu'elle est prête à parler, elle doit être certaine qu'elle se trouve en face de personnes qui sont en mesure de l'écouter, mais aussi de pouvoir passer un nouveau cap dans son histoire de vie, dont elle peut reprendre le contrôle. Or,
tout ce cheminement ne peut pas se faire forcément par un dépôt de plainte automatique. Simplement être entendu par la police ou par la gendarmerie pour déposer leur histoire et en tout cas ce qu'elles ont vécu, où il y a certainement des infractions pour lesquelles elles ne déposeraient pas plainte parce que c'est trop lourd peut-être pour elles, ou le sens serait trop compliqué d'aller déposer plainte peut-être contre un mari, le père de leurs enfants. Mais par contre, ne serait-ce que, et c'est ce qu'on peut leur expliquer, que d'être auditionnées pour expliquer ce qu'elles ont vécu va pouvoir déclencher une procédure judiciaire même si elles n'ont pas déposé plainte. Donc elles n'ont pas le même poids à porter, même si au final il y aura une procédure judiciaire, mais elles pourront se décider plus tard à déposer plainte. Mais en tout cas, porter à la connaissance de la justice les faits dont elles ont été victimes, c'est déjà une grande étape, mais elles ne sont pas obligées de déposer plainte dans un premier temps. En revanche, certaines situations demandent une intervention urgente. C'est pourquoi Muriel Blazard-Faure travaille de concert avec les policiers qui, justement, peuvent gérer ces situations extrêmes. On peut aussi être partagé, il n'y a rien d'idéal, c'est-à-dire que le aller vite permet de stopper tout de suite l'auteur dans les violences contre la victime. Donc ça, c'est une bonne chose, mais parfois, ça va quand même très vite dans la temporalité pour la victime et ça ne prend pas toujours son sens. Donc il y a des fois des interdictions de contact qui sont posées et ça, c'est quelque chose de positif dans le sens où ça va mettre à l'abri une victime immédiatement. Par contre, pour la victime, ça ne va pas toujours prendre son sens parce que parfois sur une intervention, ça ne va pas être sa demande et ça peut être jugé du coup très très vite et ça c'est quelque chose qu'on voit maintenant beaucoup plus souvent. Voilà, avant ça mettait... Alors il reste toujours des enquêtes qui durent forcément un petit peu plus longtemps parce que les faits sont peut-être plus anciens, que c'est pas les mêmes contraintes au niveau de l'enquête, voilà, qu'il faut aller recueillir des témoignages, voilà, donc et c'est aussi intéressant. Vous voyez, des fois que ça prenne aussi un peu de temps, c'est pas non plus inintéressant. Du moment qu'on sait que la victime est aussi à l'abri, tout n'est pas toujours inintéressant. Aussi, la présence de cette travailleuse sociale au sein même d'un commissariat dont l'essence même est de gérer l'urgence, sa présence est aussi essentielle pour les forces de l'ordre. Comprendre aussi tout ce côté du psychotraumatisme, où on va comprendre ce qui se passe pour une victime qui va revenir, partir, qui va avoir une attitude qu'on n'attendrait pas forcément d'elle. Donc tous ces échanges aussi qu'on va pouvoir avoir de manière informelle, où effectivement des collègues vont pouvoir revenir en sortie d'intervention et où effectivement c'est pas forcément l'attitude qu'on attendrait d'une victime, c'est-à-dire un auteur qui lui aurait déchargé sa violence et une victime qui va être elle, peut-être qu'on va dire un peu elle est complètement hystérique, mais parce que peut-être que quand on a subi des coups, on n'est peut-être pas forcément super calme. Donc voilà, donc ces échanges-là, ils sont essentiels, même si moi je ne me mêle pas de la procédure pénale, c'est hyper intéressant. Le fait de travailler avec tous ces partenaires amène quand même certaines connaissances et ça permet de se dire qu'effectivement, ce psychotrauma, il amène de la dissociation, le fait qu'une victime, elle peut rire et pleurer, même en amenant des choses dramatiques, qu'elle peut ne pas se rappeler, qu'elle peut, donc sur une audition, ça c'est hyper important, et on a maintenant des professionnels, des policiers qui sont très avertis sur le sujet, et qui ne vont pas se dire elle rigole, c'est que ça lui fait rien, et qu'elle nous raconte n'importe quoi. Parce qu'il est une réalité, les violences s'inscrivent dans un schéma cyclique. D'abord des tensions, vient ensuite une phase d'explosion, suivie derrière de justification, puis une période de lune de miel, avant que ne renaissent des tensions et que le cycle ne reprenne. Un cycle essentiel à comprendre pour les forces de l'ordre, note Muriel Blazard-Faure, afin que celles-ci ne se découragent pas dans leur action. À un moment, ces cycles vont peut-être s'accélérer. À un moment, il y a quelque chose qui va faire qu'elle n'y reviendra plus parce qu'elle trouvera quelqu'un sur son chemin où elle trouvera les forces nécessaires pour dire qu'elle arrêtera avec ça et il y aura une prise de conscience. Et de la même manière, peut-être chez la personne autrice, qui va partir dans un processus de responsabilisation de ces violences, parce que la reconnaissance, c'est une chose, mais la reconnaissance, il faut que ça passe après par la responsabilisation et de se dire voilà comment je fais pour me sortir de ça et reconnaître ce qui s'est passé chez ma victime en fait. Voilà, c'est pas que de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre. Et ça, aujourd'hui, vous croisez des auteurs qui sont dans ce processus de reconnaissance, qui arrivent à reprendre du recul sur ce qu'ils ont pu faire, en fait ? Oui, peut-être plus à la marge, mais oui, aussi parce qu'on peut intervenir en centre de détention. Ça contrebalance aussi peut-être l'idée qu'on a que les auteurs ne peuvent pas changer du tout. Alors je ne dis pas que c'est la majorité des cas, parce que je n'ai pas de statistiques non plus et que je n'ai pas prononcé ça. Mais en tout cas, moi j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient dans ce processus et dans ce cheminement-là.
Il y a des outils qui existent dans la prévention de la récidive et que pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut aussi, et les violences conjugales, parce qu'il y a aussi des violences faites contre les hommes, il faut aussi traiter et prendre en charge, en tout cas prendre en compte les auteurs de violences et autrices de violences. Une prise en charge qui peut se faire notamment grâce au soutien de psychologues ou de médecins psychiatres, ce qui ouvre un nouveau champ de problèmes, étant donné qu'en France, en 2022, plus de 8 500 000 personnes ont été prises en charge pour des maladies mentales selon les chiffres de la Haute Autorité de Santé, et que si la demande augmente, le nombre de professionnels, lui, semble de moins en moins adapté, la santé mentale étant en 2025 la grande cause nationale du gouvernement. Place à la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien, prescription qui va vous faire participer aux ateliers Singin Corrèze, des ateliers portés depuis 9 ans maintenant par le Festival de la Vézère et qui permettent à des enfants de collège classés en réseau éducation prioritaire, mais aussi aux enfants des centres socio-culturels des quartiers prioritaires de la ville de Brive, de pouvoir non seulement apprendre le chant choral, mais aussi et surtout, à la fin de l'année scolaire, de se produire sur scène. Ces ateliers, Anissa Griffith, 22 ans aujourd'hui, les a découverts un peu par hasard après son bac. Elle s'inscrit à la mission locale, mission qui lui permet de décrocher un stage auprès du Festival de la Vézère. On m'avait fait travailler sur ce projet et c'était assez intéressant pour moi de faire ça parce qu'à l'époque, j'étais et stagiaire au Festival de la Vézère et élève au conservatoire à Brive. Donc j'avais un peu les deux facettes du programme. Je voyais un peu comment le programme se concrétisait et le rendu final avec les artistes, les ateliers, etc. Pour cette jeune femme aînée d'une fratrie de 4 enfants, élevée seule par sa maman, impossible alors de pouvoir aller au conservatoire pour pratiquer sa passion pour le chant. Singin Corrèze, ce programme proposé par le groupe britannique Apollo 5, va ainsi lui permettre d'apprendre les rudiments du chant. Leur méthode, elle est vraiment différente de ce qu'on peut voir en France. J'ai tendance à dire souvent que malheureusement, c'est que notre manière de faire la musique, elle est peut-être un peu trop scolaire. Beaucoup d'élèves qui abandonnent tôt le conservatoire parce que c'est trop dur, c'est beaucoup trop technique. En Angleterre, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus accessible en fait et les gens chantent plus facilement. C'est une autre manière de faire et j'aimerais beaucoup populariser ça en France pour peut-être un peu refaire vivre la musique en général d'une autre manière que le côté artistique. À l'issue de son stage auprès du festival, elle remporte le prix Young Leader en 2023, un prix qui lui offre l'occasion de se rendre en Angleterre durant l'été afin de participer à un stage entièrement consacré au chant. Ça m'a apporté énormément, notamment parce que moi je fais du chant lyrique aussi. Au niveau de la technique, c'est pas du tout la même chose, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais au départ, ça m'a apporté énormément d'expérience, mais j'étais peut-être encore un peu trop dans le système scolaire français. Sauf que récemment, je me pose beaucoup de questions et là, ça revient beaucoup dans ma vie parce que je suis en train de penser à aller faire mes études en Angleterre pour continuer le chant. Parce que j'ai peur de rester bloquée dans un système qui ne me convient pas. Et plus j'avance, plus je me rends compte que la manière de faire la musique en France ne me plaît pas tant que ça. Donc ça m'apporte énormément, mais il a fallu beaucoup de temps avant que je me rende compte que ça m'avait marqué en fait. Il m'a fallu 2 ans. Parce que rien dans l'adolescence d'Hassina ne pouvait lui laisser penser qu'elle pourrait un jour accéder à son rêve de chanter. C'est une démarche qui est faite dans les REP, dans les collèges un peu défavorisés. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que du coup, j'ai été à Jean Moulin, qui est lui-même une REP. Je viens d'un milieu social pas forcément favorisé. Ça m'a touchée, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis retrouvée et je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir montrer à des jeunes du coup qui n'ont pas forcément l'opportunité ou l'occasion de faire de la musique dans des conservatoires, que en fait y a des démarches qui sont faites, que c'est possible et j'espère quand même qu'on arrive quand même à faire éveiller des passions parmi ce qu'on fait. Je pense que c'est le cas malgré tout, mais je suis très contente qu'on puisse un peu démocratiser ça. Aujourd'hui, Hassina Griffith réalise son rêve. Elle est inscrite à la faculté de Lille dans la section musicologie et le programme Singin Corrèze lui a permis de gagner en confiance en elle. Je ne me pensais pas capable de pouvoir le faire et ça m'a permis de me montrer que j'étais capable de faire les choses, et de pouvoir apporter quelque chose et de partager une passion que j'ai en fait, qui est le chant tout simplement. Au départ, c'est aussi ça, c'est juste partager avec d'autres élèves dans lesquels j'arrive à me retrouver quelquefois parce que du coup, il y a tout le contexte des écoles. Ça me fait plaisir de voir que en fait, on n'est pas seul dans cette situation de l'enfant qui n'a pas forcément les moyens de se payer un conservatoire ou quoi. Donc
ça m'apporte beaucoup. Les concerts Singing Corrèze auront lieu les 11, 12 et 13 juin à Brive, à Lassac et Uzerche. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site du festival, festival-vézère.com. C'est la fin de ce numéro du quart d'heure corrézien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. J'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.